Proche-Orient, selon le PAM, le Programme alimentaire mondial, le nord de la bande de Gaza est frappé par une véritable famine qui progresse également vers le sud. La majorité des victimes sont des femmes et des enfants. L'aide internationale humanitaire continue à arriver au compte-gouttes. La situation sur place est catastrophique. Un dernier bilan fait état de plus de 34 500 morts. On retrouve Pascal Boniface, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de l'ouvrage Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique aux éditions Erol. Bonjour. Y a-t-il un espoir d'annonce d'un cessez-le-feu alors que les négociations se poursuivent au Caire et qu'il y a urgence dans la bande de Gaza? Les indicateurs nutritionnels sont dans le rouge. Le PAM parle aujourd'hui de famine dans le nord. Oui, effectivement, le PAM, toutes les ONG appellent depuis déjà longtemps sur le risque de famine et la privation d'accès à l'alimentation, la privation de l'aide alimentaire est effectivement un problème majeur. Alors on est un peu à la croisée des chemins parce que d'un côté il y a l'espoir d'une trêve, même si les deux protagonistes, le Hamas et Israël, ne sont pas tout à fait d'accord. Le Hamas ne veut pas une trêve mais un cessez-le-feu permanent, la fin de la guerre. Netanyahou n'est pas d'accord avec cela. Et en même temps on parle aussi d'une offensive militaire israélienne sur Rafah, ce qui, selon Antonio Guterres et même Anthony Blinken, risquerait de produire une catastrophe humanitaire. Et donc, on ne sait pas trop comment les dés vont tomber. En fait, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, est un peu coincé entre les pressions très fortes de son allié américain qui lui demande de ne pas faire cette opération militaire sur Rafah et les pressions de ses deux alliés extrémistes, Smotrich et Ben Gvir, qui disent que s'il ne le fait pas, ils quitteront le gouvernement. Et dans ce cas-là, le gouvernement tomberait et il y aurait de nouvelles élections et Benjamin Netanyahou perdrait le pouvoir. Donc, on en est un peu là et on ne sait pas quelle option Netanyahou va choisir. Mais il est vrai que pour le moment, par rapport au cessez-le-feu, il n'y a pas d'accord entre le Hamas et Israël, malgré les différentes missions de bons offices égyptiennes, qataries et américaines. Mais est-ce qu'il y a une réelle volonté de la part du Hamas et du gouvernement israélien de Netanyahou de parvenir à un accord ? Il y a une volonté de parvenir à un accord, sauf que les termes de l'accord ne sont pas les mêmes. Pour le Hamas, il y a un accord si c'est un cessez-le-feu permanent, donc la fin de la guerre. Et pour Israël, ce n'est pas acceptable parce que cela signifierait reconnaître une victoire symbolique pour le Hamas. Donc en fait, non, pour le moment, il n'y a pas d'accord sur les termes du cessez-le-feu. Qui peut faire pression sur le Hamas et comment actuellement ? Alors, en tout cas, pas les États-Unis, puisqu'ils n'ont pas de relation officielle directe avec. Peuvent faire pression sur le Hamas et le Qatar, éventuellement l'Égypte, peut-être encore un peu la Turquie. Mais c'est vrai que le fait que toutes les relations avec le Hamas aient été coupées par les pays occidentaux, les prive de tout moyen de pression sur lui. Et en même temps, on voit bien aussi que de l'autre côté, les pressions sur Israël du côté de l'Europe sont à peu près nulles. Et du côté américain, n'ont pas été réellement efficaces depuis le début du conflit. Il faudra voir si, une fois encore, je pense qu'il y a vraiment un tournant possible. Si Israël, contrairement aux demandes de Biden et de Blinken, fait son opération sur Rafah, il peut y avoir vraiment un tournant dans l'opinion américaine, dont une partie, notamment la jeunesse, est déjà très largement remontée contre Israël. Et donc le point de vue de est-ce qu'on continue sur Rafah et là avec un risque d'une catastrophe humanitaire encore plus grande que celle qui existe pour longtemps, pourrait être ce qu'on appelle un game changer, pourrait changer la nature des relations entre Israël et les États-Unis. C'est pour cela que pour l'instant, Israël n'y a pas encore procédé, alors que militairement, c'est possible. Et que Netanyahou l'a répété à plusieurs reprises, la menace de cette offensive israélienne sur Rafah. Du coup, qu'il y ait un accord ou pas, est-ce que ce n'est pas un moyen pour Netanyahou justement d'empêcher tout accord ? Alors effectivement, le fait de dire qu'il peut faire une opération sur Rafah vient un peu interdire de signer une trêve ou un cessez-le-feu, parce qu'on ne signe pas une trêve à quelqu'un qui va lancer une opération militaire. On peut aussi dire que ça pourrait être un moyen de pression pour que le Hamas accepte ces conditions, de dire je vais sinon faire une pression, mais le Hamas a admis que l'opération militaire sur Rafah, comme ça peut être un game changer, je ne crois pas que cette menace soit une moyen de pression suffisant pour faire changer le Hamas de position. Le Hamas veut un cessez-le-feu permanent. Pour l'instant, Israël ne l'accepte pas. Et puis, il y a aussi des désaccords sur le nombre d'échanges entre les otages et les prisonniers palestiniens, qui sont également très nombreux. Et est-ce que la reconnaissance formelle d'un État palestinien à l'ONU n'aurait pas permis d'exercer une pression encore plus forte ?
Ça serait bien sûr un atout, mais ça concernerait l'autorité palestinienne, qui est quand même très largement discréditée par les Palestiniens. Donc ça serait bien sûr un désaveu pour Israël, puisque Israël s'oppose à cette reconnaissance, mais on ne peut pas dire que l'autorité palestinienne représente encore grand-chose. Elle est reconnue par les pays occidentaux, mais le problème, c'est qu'elle n'est plus vraiment reconnue par les Palestiniens eux-mêmes. Et ça, c'est quand même problématique. Netanyahou qui vient d'annoncer la fermeture de la chaîne Al Jazeera en Israël, vous pensez que ça peut avoir une influence, jouer un rôle en ce moment? Bon, c'est un signe supplémentaire. Alors effectivement, la couverture algérienne n'était pas favorable à Israël. Il documentait des violations du droit international et des crimes de guerre qui ne sont pas favorables. Mais je veux dire, ça montre aussi un peu encore une restriction de l'espace des libertés, de la critique. C'est que toute critique de l'action israélienne est immédiatement assimilée à de l'antisémitisme. Et donc, c'est l'argument, y compris d'extrémistes israéliens au gouvernement comme Smotrich et Ben-Gvir, qui, tout de suite, dès qu'ils sont mis en cause, ressortent l'argument massu de l'antisémitisme qui risque quand même un peu de s'user à force. Mais l'opposition à Netanyahou en Israël qui continue de descendre dans la rue et qui réclame des élections anticipées, est-ce qu'elle n'est pas la seule voie qui permettrait de parvenir à un accord de paix durable? Alors, bien sûr, Netanyahou est un obstacle à un accord de paix durable parce qu'il est prisonnier, il est otage de ces deux partis extrémistes qui sont avec lui en coalition. Mais en même temps, il ne faut pas se faire d'énormes illusions. C'est que l'opposition à Netanyahou, elle est l'opposition sur la façon dont il gère le dossier, sur la façon dont il gère les libertés publiques en Israël, donc sur la façon dont il veut réformer la justice. Mais il n'y a pas une majorité pour faire la paix. Pour le moment, il n'y a plus un Isaac Rabin pour dire l'intérêt national israélien consiste à faire la paix avec les Palestiniens, le camp de la paix, ou ceux qui, pour des raisons, disons, réalistes d'avenir, sur le long terme, veulent faire la paix avec les Palestiniens, sont très peu nombreux aujourd'hui en Israël. Un mouvement étudiant radical en soutien aux Palestiniens est en train de se développer aux États-Unis et en France. Est-ce que vous pensez qu'il peut peser réellement sur la situation, vu la complexité, vous venez de le dire, du conflit israélo-palestinien? Alors, ce n'est pas ce mouvement qui va peser sur Israël, ce mouvement espère peser sur leur propre gouvernement pour qu'ils soutiennent de façon moins conditionnelle Israël. Ce que reprochent les étudiants français et les étudiants américains dans d'autres pays, c'est à leur gouvernement de trop soutenir Israël, de ne pas faire suffisamment de pression sur Israël pour empêcher les crimes de guerre qui sont commis quasi quotidiennement sur la bande de Gaza. Et donc, effectivement, ils se mobilisent comme auparavant, ils se mobilisaient contre l'apartheid en Afrique du Sud ou contre la guerre au Vietnam dans les années 60, début des années 70. Vous pensez que c'est comparable au mouvement américain contre la guerre au Vietnam, Pascal Boniface? Oui, la différence près, c'est que les étudiants américains d'aujourd'hui, de Colombie ou d'ailleurs, ne risquent pas d'être envoyés eux-mêmes combattre. Donc, ils se battent vraiment, alors ils sont diffamés, mais ils se battent vraiment pour des principes, comme il y avait une mobilisation contre la guerre d'Irak en 2002-2003, ou une mobilisation contre l'apartheid dans les années 80, dans différents campus. Et la demande des étudiants, notamment français et américains toujours, de rompre les accords entre les universités françaises et les universités israéliennes. Est-ce que ça vous semble une demande opportune? Moi, je suis enfin toujours sensible au fait de ne pas rompre les accords entre universités. Il faut maintenir le contact avec tous les pays. Ce n'est pas en coupant. On peut couper les contacts économiques. Je veux dire, il faut distinguer ce qui est l'envoi d'armes, ce qui est le soutien politique et stratégique à l'ONU ou ailleurs. Mais le fait de continuer à avoir des échanges intellectuels ne me paraît pas déplacé. Au contraire, il faut, y compris avec ceux à qui on est en désaccord, continuer à dialoguer. Et donc, je pense qu'il faut distinguer les échanges intellectuels universitaires avec les échanges économiques, avec les envois d'armes et surtout avec le soutien diplomatique et l'absence de pression réelle sur le gouvernement israélien, puisque les gouvernements occidentaux protestent contre ce qui se passe, mais ne prennent aucune décision réelle pour faire changer le gouvernement israélien de position. Et d'autant que c'est dans les universités qu'il y a le plus d'opposants à Netanyahou en Israël. Et du coup, le résultat pourrait être contraire à l'intention. Oui, effectivement, lorsque l'on coupe les, je dirais, on peut dire la même chose avec les Russes, les Chinois ou autres, si on coupe les échanges intellectuels, on prive aussi des gens qui pourraient éventuellement poche de l'opposition de contact. Et donc, on peut isoler un pays économiquement, il faut surtout pas l'isoler intellectuellement, parce qu'on se prive de contact, y compris avec des gens qui, ceux qui sont les premiers punis, c'est ceux qui sont les plus proches des positions internationales. Est-ce que vous pensez finalement que cette guerre, ce conflit de territoire est en train aussi de devenir une guerre de religion du côté palestinien comme israélien?
Non, on ne se bat pas pour la religion. Les Palestiniens ne veulent pas imposer l'islam ou la christianisme. On l'oublie qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui sont chrétiens aux Israéliens et les Israéliens ne veulent pas imposer le judaïsme aux Palestiniens. C'est vraiment une guerre de territoire. Où sont les frontières entre Israël et la Palestine? Où est la frontière de Jérusalem? Est-ce qu'il y a ou non un État palestinien qui peut être créé dans des frontières sur-reconnues et Israël reconnu lui aussi dans des frontières sur-reconnues par les pays arabes? Donc c'est vraiment une bataille à la fois politique et territoriale. La religion, c'est au-delà. C'est pas l'opposition frontale, elle n'est pas religieuse, elle est territoriale et politique. Mais elle est quand même utilisée par l'extrême droite israélienne au pouvoir et du Oui, côté du mouvement du Hamas. oui, bien sûr, elle est instrumentalisée. C'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce qui a fait démarrer le conflit, mais ensuite instrumentalisée par différents acteurs, le Hamas d'un côté, les mouvements extrémistes israéliens de l'autre, évidemment. Merci beaucoup Pascal Boniface pour votre décryptage sur France 24 et merci d'avoir été avec nous.